Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est déjà en fait assez ancien pour le moteur, qui est celui de l'intelligence artificielle. Et je vais faire un exposé qui est un petit peu grand public. Il va y avoir à la fois, disons, quelques informations sur les basiques. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Pourquoi est-ce que les moteurs se servent de l'intelligence artificielle? Et puis on va rentrer un tout petit peu plus dans le dur sur la fin de l'exposé avec réellement à quel endroit on peut utiliser de l'intelligence artificielle au niveau des moteurs de recherche, pourquoi faire, comment on va le faire. Alors ça reste à assez haut niveau, on ne rentre pas dans les détails techniques, mais voilà, vous allez vite comprendre. Alors j'utilise le mot d'intelligence artificielle, qui est le mot qui est utilisé actuellement par le grand public, qui est une expression assez galvaudée. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. On parlera plutôt de machine learning, apprentissage automatique, que d'intelligence artificielle, si on veut être tout à fait correct. Alors d'abord, je vais me présenter. J'aime bien pêcher du poisson dans des mers idylliques. Je suis directeur scientifique d'un moteur de recherche qui s'appelle Quant, et je suis également responsable d'un petit laboratoire de recherche privé qui s'appelle les X-Lab. On est 4 chercheurs. Et avant, j'étais ancien universitaire. Je travaillais dans une équipe de recherche en algorithmique. Alors, je vais d'abord vous parler de qu'est-ce qu'un moteur de recherche. A priori, dans la salle, vous êtes tous persuadés de savoir ce qu'est un moteur de recherche. Un moteur de recherche, c'est quoi? C'est un site dont la vocation est de renvoyer des résultats pertinents quand un internaute tape une requête. Donc ça, c'est ce que vous êtes persuadé qu'un moteur de recherche, c'est ça. Est-ce que quelqu'un pense que c'est quelque chose de différent? On ne dirait pas. Un moteur de recherche, ce n'est pas tout à fait ça. On parle de requête, mais en fait, ce qui compte, ce n'est pas la requête que vous tapez. Ce qui compte, c'est ce que vous aviez en tête au moment où vous avez tapé la requête. Donc, ce qui compte, c'est ce qu'on appelle le besoin informationnel. Un moteur, il n'a pas vocation à renvoyer des résultats pertinents au sens algorithmique pour une requête donnée, mais il a vocation à renvoyer des résultats qui sont qualitativement en accord avec ce que vous voulez réellement en tant qu'être humain. Ce que vous voulez réellement en tant qu'être humain, on appelle ça le besoin informationnel. C'est un état qui est dans votre cerveau, auquel le moteur n'a pas encore accès, et cet état, le moteur doit le deviner à partir d'une requête que vous tapez maladroitement, la plupart du temps. Et donc le moteur, il a une problématique, il doit être capable de faire le lien entre la requête et ce qu'on appelle le besoin informationnel. Alors, un moteur de recherche fait beaucoup de choses qui sont résumées dans cette magnifique figure, que je vais juste détailler très vite. Le moteur de recherche, il travaille par rapport au web et il accède au web avec un spider ou un bot ou un robot, qui est un ensemble d'agents logiciels qui vont aller prendre les contenus des pages web pour en faire quelque chose. Qu'est-ce que le moteur va en faire? Eh bien, une partie de ces pages web, pas toutes, il va les indexer. Donc, il va les mettre dans son index. Et dans son index, il va généralement, en tout cas c'est ce que font les moteurs modernes, il va regarder deux choses. Il va regarder le contenu des pages et il va regarder les liens entre les pages. Alors les liens entre les pages, c'est utilisé pourquoi? Pour certains algorithmes, comme par exemple le PageRank chez Google. C'est utilisé pour quantifier l'importance, la popularité des pages web, pour fournir des meilleurs classements. Et puis le contenu des pages, lui, est analysé. Pourquoi? Pour analyser la pertinence d'une page web par rapport à la requête, par rapport à votre besoin informationnel. Alors, on sépare analyse de la pertinence, analyse de l'importance. Pourquoi? Pour des raisons calculatoires. Il y a des choses qu'on peut faire de manière statique, l'analyse de l'importance, indépendamment d'une interaction avec l'utilisateur, alors qu'il y a des choses qui sont en interaction avec l'utilisateur. C'est le cas de l'analyse de la pertinence, puisque pour analyser la pertinence d'une page par rapport à la requête, il faut connaître la requête, et la requête, on ne la connaît que quand l'internaute la tape. Donc on sépare les deux pour des raisons calculatoires. Les résultats de l'analyse de la pertinence, ça vous donne des scores de pertinence pour chaque page par rapport à des requêtes. L'analyse de l'importance, ça vous dit si une page est populaire ou non. En croisant ces deux informations, on peut trouver les pages qui sont pertinentes et importantes. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire des classements. Ces classements qu'on fait avec des algorithmes qui sont plutôt simples, ils ont un problème, c'est que souvent ils sont pollués par le comportement d'un certain nombre d'acteurs sur Internet, qu'on appelle généralement des référenceurs, ou des webmasters, ou comme on veut, le moteur va avoir un certain nombre d'algorithmes qui sont uniquement dédiés à minimiser l'impact de certaines pratiques qu'il estime en dehors de ce qui est admissible par rapport aux résultats qu'il va présenter. Et donc on a des algos dits anti-spam.
Et une fois qu'on met tout ça ensemble, on va fournir des classements. Alors, ce schéma de principe, qui est vraiment vu de loin, c'est bien sûr plus compliqué que ça, la réalité, mais ce schéma de principe, finalement, il sous-tend de manière implicite un certain nombre de tâches. La première tâche, c'est indexer le web lors du crawl. Donc, ce qu'on appelle le crawl, c'est le moteur de recherche qui va parcourir le web et pour indexer les pages. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de briques qui doivent être faites. Donc, le classement global, c'est pour faire l'analyse de l'importance, vise à quantifier la popularité des pages. La pertinence, alors j'ai mis des mots qui peuvent vous paraître ésotériques si vous n'êtes pas du domaine, utilisation du cosinus de Salton, de la TF-IDF, sont des algorithmes ou des objets mathématiques qui sont utilisés pour analyser la pertinence des pages. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être fait. Pour pouvoir quantifier la pertinence, il faut d'abord comprendre la requête. Et donc, il y a un certain nombre d'algorithmes qui sont dédiés à ça. Alors, chez Google, c'est principalement l'algorithme RankBrain qui va être utilisé pour ça maintenant. Et puis, il y a une brique supplémentaire que j'ai mis là-bas, qui est la lutte contre les adversaires. La lutte contre les adversaires, c'est avoir un certain nombre de briques algorithmiques qui vont permettre d'annuler l'effet des manipulations que certains peuvent faire sur les sites web pour être mieux classés. Et tout ça, ça aboutit à faire un classement. Donc tout ça, c'est le schéma de fonctionnement du moteur. Et à certains endroits, on va utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle, ou plutôt d'apprentissage automatique. Et il y a 3 endroits où canoniquement on les utilise. Dans l'analyse de la pertinence, donc comprendre de quoi parle une page. Dans l'analyse de la requête, comprendre de quoi parle une requête, quelle est la vraie intention cachée derrière la requête. Et dans la lutte contre les adversaires. Comment est-ce qu'on fait pour détecter des comportements malicieux qui visent à manipuler les classements du moteur. C'est sur ces 3 briques-là, principalement, qu'on va avoir des algos de machine learning. Alors, voilà, première chose. Donc là, j'ai 2-3 slides avec un visuel à chaque fois que je veux amusant. Bon, je fais ce que je peux. Hein. Voilà, j'ai parlé de moteur de recherche. J'ai dit comprendre la requête, c'est difficile. Je vous mets un exemple illustratif, mais il y en a plein. Souvent, vous exprimez un besoin, mais vous ne savez même pas de quoi vous êtes en train de parler. Vous avez une fuite d'eau chez vous, votre lavabo fuit parce que le robinet fuit. Il vous faut démonter le robinet. Pour ça, il faut un outil spécial. Cet outil, vous ne savez pas comment il s'appelle. Comment est-ce que vous faites pour trouver comment acheter un site pour acheter cet outil alors que vous ne savez pas comment s'appelle cet outil? Vous tapez dans votre moteur de recherche favori « Je veux acheter l'outil qui permet de desserrer un robinet ». Ça, c'est votre requête. Mais bien sûr, si vous tapez ça, le moteur, il va avoir du mal à répondre parce qu'il n'a rien à mettre en face de cette phrase, sauf s'il la comprend comme « Je veux acheter une clé de lavabo », qui est le nom de l'outil. Il faut que le moteur soit capable de faire le lien entre la phrase de gauche et la phrase de droite. Et si c'est le cas, bien sûr, vous pouvez facilement acheter une clé de lavabo et réparer votre lavabo. Donc toute la problématique de la compréhension de la requête, c'est typiquement ça. Et je pense que dans la salle, tout le monde ne connaissait pas les clés de lavabo, normalement. Ensuite, un autre problème du moteur, c'est la lutte contre les adversaires. Alors, d'abord, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il y a... Alors, on dit adversaire, pas pour la galerie. Hein. Le nom de la discipline de la recherche d'informations appliquée au web, c'est Adversarial Information Retrieval. Donc, c'est vraiment dans un contexte qu'on va appeler dynamique, un peu en mode de théorie des jeux, avec des gens qui, d'un côté et de l'autre, essayent de maximiser leurs objectifs. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? On a des adversaires pour une raison très simple. Surfer sur le web, ça n'est pas gratuit. Quand vous êtes sur le web, en tant que visiteur, vous avez une valeur. Que vous le vouliez ou non, actuellement, vous avez une valeur. Quelle est cette valeur? Elle est quantifiable. Le taux de clic moyen sur une pub display sur le web, c'est 0,1%. Alors, c'est pas beaucoup. Hein. 0,1%, c'est la probabilité que vous cliquiez sur une pub quand vous êtes sur un site web. Le prix moyen du clic sur une pub, c'est 30 centimes d'euros. C'est pas beaucoup non plus. Vous avez une chance sur 1000 de cliquer, et si vous cliquez, vous rapportez 30 centimes d'euros à la personne qui présente la pub. Ça veut dire que chaque fois que vous visitez une page sur le web, vous avez une valeur, et cette valeur, c'est 0,03 centimes. Donc vous avez une valeur chaque fois que vous allez sur une page web. Alors ça paraît pas beaucoup. Maintenant, faites le calcul de combien de pages web vous allez voir par jour, et vous connaissez votre valeur. Alors bien sûr, c'est des statistiques tout ça. Hein. Certains d'entre vous, vous ne cliquerez jamais sur la moindre pub. D'autres vont cliquer sur toutes les pubs qu'ils rencontrent. Enfin, peut-être. Et voilà. Mais statistiquement, à chaque fois, vous valez 0,03 centimes. Pardon, je vais aller trop vite.
c'est parce que vous avez cette valeur qu'il y a des gens qui essayent de faire en sorte de vous emmener sur le plus possible de pages web et le plus possible sur des pages web dont ils maîtrisent ou bien la page en elle-même ou bien les pubs qui sont mis dessus. Donc c'est pour ça essentiellement qu'on va faire par exemple des sites énormes avec vocation simplement de mettre de la pub dessus. Le truc, c'est que ce trafic qui est amené sur chaque site, qui rapporte de l'argent, d'où il vient? La plupart du temps, il vient d'un moteur de recherche. Pour les sites de presse, de news, de divertissement, les moteurs de recherche représentent à peu près 40% de l'apport de trafic. Si on passe à toutes les... Facebook est un petit peu devant, hein, par exemple, dans ce cas-là. Et si on passe à toutes les thématiques, on passe au-dessus de la barre des 60-65%. Et donc, le moteur, c'est votre premier vecteur d'apport de trafic quand vous êtes webmaster. Par ailleurs, sur le moteur, les 3 premières positions du moteur vont cumuler plus de 70% des clics. Donc si vous êtes dans les 3 premières positions pour une requête où il y a du trafic, vous aurez des gens qui viendront sur votre site web. Et chacune de ces personnes vous rapportera 0,03 centimes par page qu'il visitera. Et donc c'est pour ça qu'il y a une vraie pression à faire du référencement pour être bien positionné. Puisque si vous obtenez toujours une des 3 premières positions, c'est vous qui drivez tout ce trafic vers vos sites web et à vous les moritos sur la plage sans rien faire, comme on dit. Donc ça, c'est pour la partie adversariale. Alors ce contexte dit adversarial, ça a un impact sur la définition même de ce qu'est un moteur. Dans le folklore un petit peu qu'on voit dans les médias ou partout, on parle du moteur de recherche et de l'algorithme. Alors l'algorithme, on a l'impression que c'est une personne avec un masque qui fait des choses bizarres dans son coin. Alors pas du tout. Et en plus, un moteur de recherche, c'est pas un ou des algorithmes. Un moteur de recherche, c'est ce qu'on appelle un mécanisme. Alors un mécanisme, c'est une notion qui vient de la théorie des jeux, qui est très utilisée en économie. Le mécanisme, c'est l'interaction de l'être humain avec des algorithmes. Un moteur, il n'existe pas sans les êtres humains. Ce qui d'ailleurs détermine la qualité d'un moteur, c'est est-ce que l'être humain est satisfait ou non. Les algorithmes qu'utilise le moteur, ils n'ont aucune fonction mathématique à optimiser. Ce qu'ils doivent optimiser, c'est la qualité perçue par les êtres humains. Donc l'algorithme du moteur, il est toujours directement en prise avec l'être humain, et c'est l'être humain qui fournit en fait la quantification de la réussite de l'algorithme. Et donc quand on a un algorithme qui travaille en partenariat avec un être humain, on appelle ça un mécanisme. Ici, on a un mécanisme qui est très très simple. Le moteur, c'est l'agent principal, c'est lui qui donne l'argent, c'est lui qui distribue les gains, puisque c'est lui qui, via le placement d'un site en première, deuxième, troisième, quatrième position, ou 27e page, va décider qui peut toucher de l'argent. Ce moteur, il distribue l'argent, de fait, et les sites sont des agents secondaires qui, eux, essayent de récupérer une partie de ce flux monétaire. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment un jeu entre 2 adversaires. Le moteur, qui lui fait des choses, les sites qui bricolent, qui mentent au moteur pour essayer de se faire plus beaux qu'ils ne sont, et puis le moteur qui, lui, peut réajuster ses algos internes s'il a l'impression qu'on lui ment. Et donc on a une espèce de guerre algorithmique entre les deux, au sein d'un énorme mécanisme qui est le moteur et son écosystème. Alors maintenant, on va passer, alors c'était que des parties introductives encore pour l'instant, on va passer à l'intelligence artificielle. Maintenant que vous savez ce qu'est un moteur et ce qu'il fait, les problèmes qu'il doit résoudre, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Qui dans la salle sait vraiment ce qu'est l'intelligence artificielle? Alors, ouais, il y a 1 ou 2 personnes qui lèvent la main. J'ai une première définition de l'intelligence artificielle, vous n'allez pas être déçus. La voilà. L'intelligence artificielle, ça n'est rien de plus que l'automatisation de la bêtise humaine. Ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, ce n'est pas la machine qui apprend toute seule par une voie mystérieuse qu'on n'est pas capable de comprendre, la structuration du monde tel qu'on le connaît, tel qu'il nous entoure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des algorithmes qui vont être nourris par des données issues des comportements des humains, de manière implicite ou explicite, et ces algorithmes vont apprendre à simuler les mêmes décisions que prendraient les êtres humains avec certaines données. Donc essentiellement, et c'est pour ça que je dis la bêtise humaine, si les humains se trompent systématiquement sur quelque chose, la machine apprend à se tromper comme les êtres humains. Si les êtres humains ont toujours raison sur quelque chose, la machine apprend à réussir, de préférence, au moins aussi bien. Et donc, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est ni plus ni moins que simplement l'automatisation de la prise de décision des êtres humains à données égales. Alors, il y a un vocabulaire et des mots qu'on rencontre souvent. On parle d'intelligence artificielle, de machine learning et de réseau de neurones et de deep learning en ce moment. Donc, c'est un peu les buzzwords du moment. L'intelligence artificielle, c'est quoi? En réalité, c'est une discipline scientifique, c'est une branche de l'informatique qui vise à faire en sorte que les machines fassent les mêmes trucs, les mêmes choses que les êtres humains.
Donc on définit un certain nombre de tâches que font les êtres humains, être capable de reconnaître un chien d'un chat, être capable de déterminer si une page web est du spam, etc., etc. Voir si un email, c'est un marabout africain qui essaye de vous vendre quelque chose, ou si au contraire c'est votre patron qui vous envoie une tâche à faire. Tout ça, c'est des tâches que font les êtres humains, qu'on sait faire, et l'intelligence artificielle, c'est la discipline qui travaille là-dessus, sur comment faire pour que les machines fassent comme nous. Le machine learning, c'est une sous-branche de l'intelligence artificielle, donc c'est une sous-discipline. L'objectif du machine learning, c'est créer des programmes qui apprennent depuis des données qu'on lui fournit en entrée, et qui apprennent à quoi? Qui apprennent à prendre des décisions, bien sûr, comme on est dans l'intelligence artificielle, à prendre des décisions que prendraient les êtres humains. Et puis ensuite, en ce moment, on parle beaucoup de réseaux de neurones et surtout de deep learning. Le deep learning, c'est une branche, donc c'est une sous-discipline. C'est une branche du machine learning qui travaille sur des algorithmes qui sont basés sur des objets mathématiques qui sont liés à des visions idéalisées du cerveau ou des neurones qu'on trouve dans le cerveau. D'accord ? Tout ça, on va en reparler un peu plus tard. Mais voilà, c'est une espèce de... Plus ça va, plus on raffine au sein d'une même discipline pour être dans des types d'algos de plus en plus spécifiques. Alors maintenant, on va voir quelques exemples pour comprendre que tout ça, en fait, c'est pas très compliqué. Et le premier exemple dont je veux parler, c'est l'analyse de la pertinence. Donc l'analyse de la pertinence, c'est prendre un texte et dire s'il est pertinent ou pas par rapport à une requête que vous avez tapée dans votre moteur de recherche. Donc d'abord, il faut savoir que pour le moteur, la pertinence, ce n'est pas la même chose que pour un être humain. Pour le moteur, la pertinence, c'est une notion 100% algorithmique. C'est la quantification d'une fonction mathématique sur des objets de base qui ne sont plus les textes, qui ne sont pas les mots, qui sont des vecteurs. Donc à chaque fois qu'on a des textes, à chaque fois qu'on a des mots, on va les transformer, on va en faire une représentation mathématique sous forme de vecteurs, et on parle en fait du modèle vectoriel. Alors j'ai un slide qui fait peur après, je crois, un peu. Voilà. Mais je vais le faire rapidement. En haut, j'ai ici, sous forme d'un tableau, un vecteur. Ce vecteur, il va avoir, à chaque fois qu'il y a un point d'interrogation, une valeur numérique qui va correspondre au poids d'un mot dans un texte. Vous avez une case pour le mot petit, une case pour le mot perdre, une case pour le mot être, une case pour le mot forêt, etc. Et donc un texte qui contient les mots petit, être, forêt et perdre, eh bien, il va y avoir des valeurs numériques pour chacun de ces mots. Quand un mot n'est pas dans le texte, la valeur numérique c'est 0. Et ce vecteur, l'intégralité des valeurs numériques pour chaque mot du texte, c'est quoi? C'est une représentation du texte. Donc le moteur de recherche il ne travaille pas sur un texte, il travaille sur ce vecteur. Alors les fonctions de poids qui sont utilisées par les moteurs sont souvent, ou en tout cas étaient pendant longtemps, des variantes de ce qu'on appelle la TF-IDF. Je ne vais pas vous en parler trop longtemps. Ces fonctions de poids, qu'est-ce qu'elles font? Elles mesurent la fréquence d'apparition des mots dans le texte et elles mesurent la fréquence, enfin elles donnent un score pondéré par la rareté relative du mot en question dans le corpus documentaire. Plus un mot est rare dans la langue, plus on lui donne du poids. Plus un mot est courant dans la langue, moins on lui donne du poids. Pourquoi? Parce que quand un mot est rare, le voir apparaître dans un texte, ça donne beaucoup de sens au texte. D'accord? Donc on obtient comme ça des vecteurs, et la mesure de pertinence, elle est donnée, la mesure de proximité sémantique entre les vecteurs, elle est donnée par la mesure de l'angle entre les deux vecteurs dans l'espace tous les vecteurs possibles. Donc on peut tracer les vecteurs, comme à l'école, comme on a appris les vecteurs. On peut regarder l'angle entre deux vecteurs, et plus l'angle est petit, plus les documents parlent de la même chose, plus l'angle est grand, plus les documents parlent de choses différentes. Pour simplifier, une requête, c'est aussi un vecteur, et donc on peut mesurer la distance entre une requête et un document, et ça donne la notion de pertinence. Plus l'angle est petit, plus la pertinence est grande, plus l'angle est grand, plus la pertinence est petite. Alors après, il y a plein de choses à savoir. On ne travaille pas sur l'angle, mais sur le cosinus de l'angle, parce que c'est plus facile à mesurer. On fait ce qu'on appelle du clustering au niveau du moteur pour être capable de répondre en temps réel. Mais après, tout le reste, c'est simplement des choses techniques. Voilà, vous n'avez pas forcément vocation à être intéressé par ces choses techniques-là. La question, c'est, une fois qu'on a ça, on a l'impression que le moteur, il est tranquille. Il sait déterminer si les documents sont pertinents pour une requête. Mais pas du tout. Parce que la pertinence, pour le moteur, c'est une notion algorithmique, avec des fonctions mathématiques. L'angle quantifie la pertinence. Mais ce qui compte, c'est l'avis de l'être humain sur cette pertinence. Et l'avis de l'être humain, il n'apparaît pas dans ces fonctions. Et pour le faire apparaître, il faut un algorithme correctif d'apprentissage automatique qui va modifier quelque chose là-dedans
pour être capable de s'adapter et mimer le jugement humain. Alors ce quelque chose, il existe dans les moteurs, il s'appelle l'algorithme de Rocchio, donc il date des années 50, cet algorithme. Et comment ça se passe? Ici, je vais taper une requête. Cette requête, elle contient les mots castor et les mots rivière, et je vais par exemple taper, je ne sais pas, si j'ai tapé castor de la rivière comme requête. Quelle belle requête. Le vecteur de castor de la rivière, il est au-dessus. Les mots loutre et bois ont un poids de 0 parce qu'ils n'apparaissent pas dans la requête. Quand je trace dans mon espace vectoriel castor de la rivière, le vecteur qui correspond, c'est le vecteur en orange au milieu. Et puis autour, j'ai tout un tas de pages web qui sont plus ou moins proches de ce point orange. Plus je suis proche, plus ça veut dire que la page est pertinente. Et donc le moteur de recherche, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre les 10 pages les plus proches de ce rond orange et il va les renvoyer comme résultat. D'accord ? Ça, c'est le classement fait par le moteur. Le problème, c'est que dans ce classement, il y a des pages qui vont être appréciées par les êtres humains, qui vont dire « Ah oui, c'est pertinent ». Et puis d'autres, c'est « Ah non, je vais les voir et ce n'est pas pertinent ». Et le moteur, il doit apprendre, et il doit se modifier pour prendre ça en compte. Donc il y a un certain nombre de pages qui sont considérées comme non pertinentes par des êtres humains, c'est ce qu'il y avait qu'une croix rouge, et d'autres qui sont considérées comme pertinentes. C'est celle avec la petite flèche verte, enfin le truc vert. Ce qu'on va faire quand on voit ça, il y a plusieurs possibilités. On peut se dire, il faut que je modifie mon algorithme de classement des pages pour qu'il ne me fournisse que les meilleures pages, celles qui sont en vert ici. Mais ça, c'est une mauvaise manière de faire, parce que cette stratégie d'ajustement, elle imposerait de modifier l'algorithme interne du moteur à chaque fois qu'il y a une requête qui est faite et que les gens la notent. Et ça ne peut pas fonctionner. Donc ce que le moteur va apprendre, eh bien, c'est en temps réel à ajuster la requête en elle-même. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer le rond orange lui-même vers le centre de gravité des pages qui sont correctes pour la requête. Ça veut dire qu'on va modifier non pas le résultat, mais on va modifier le vecteur qui correspond à la requête pour qu'il corresponde aux besoins informationnels réels. Le modifier, ça veut dire que tous les poids vont être modifiés, puisqu'on va déplacer le point dans l'espace, et donc on va faire apparaître des valeurs nouvelles dans le vecteur. Et donc, quand vous tapez castor de la rivière, eh bien, vous pouvez avoir des poids au bout d'un certain nombre d'itérations d'apprentissage par le moteur pour des mots qui n'apparaissent pas dans votre requête. Ici, le mot loutre et ici, le mot bois. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que quand vous tapez une requête, le moteur, parce qu'il a de la donnée d'apprentissage sur ce que les êtres humains pensent des résultats, il va modifier et il va savoir que la requête castor de la rivière, en fait, c'est une requête qui n'est pas la bonne. Les êtres humains la tapent, mais elle ne correspond pas à ce qu'ils devraient taper. Et le moteur sait mieux que vous ce que vous devriez taper pour de vrai. Ce que vous devriez taper, c'est une requête qui construit ce vecteur. Il n'existe pas forcément de requête textuelle qui construit ce vecteur, parce que c'est un objet mathématique. C'est ce qu'on appelle une requête composite. Et donc, un être humain, il ne peut même pas savoir formellement ce que les autres êtres humains veulent voir pour une requête. En vérité, seule la machine est capable d'apprendre le besoin informationnel réel et de le quantifier de manière mathématique. Et donc ça, c'est un des premiers algorithmes d'apprentissage automatique. Alors il y a des grandes discussions dans la communauté sur est-ce qu'on estime que c'est de l'apprentissage automatique, ça ou pas, mais ça en est. La machine prend des données issues de ce que font les êtres humains pour modifier ses propres résultats et apprendre à donner des résultats qui sont meilleurs. Donc ça, c'est un premier exemple. Après, j'ai un deuxième exemple qui est le travail sur la requête. Alors chez Google, ça s'appelle RankBrain. Je suis un peu ennuyé de parler de Google travaillant chez Quant, mais bon, c'est eux qui ont l'algo qui est nommé. L'objectif de ce type d'algo, c'est de mieux comprendre l'intention directement de celui qui écrit la requête. Donc on va travailler sur la requête avant même de voir des résultats. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est que quand on a une requête, on va lui substituer et lui ajouter des termes qu'on va dire compatibles ou équivalents, on parle de co-occurrence des fois, etc. Enfin voilà, on va modifier la requête en modifiant un certain nombre de termes. Alors pourquoi on fait ça? Il y a 3 milliards de recherches par jour qui sont faites, par exemple chez Google, et 15% posent un problème en termes de compréhension de la requête. Alors pose un problème, ça veut dire que le moteur envoie des résultats que les êtres humains n'apprécient pas. C'est ça que ça veut dire. Alors comment est-ce qu'on va faire pour travailler sur la requête? Eh bien, voilà des exemples. Alors, il y a un exemple qui est issu d'un des brevets, je crois, de Google, New York Times Puzzle. Le mot puzzle est ambigu. Le moteur sait qu'il est ambigu parce que chaque fois que le mot puzzle apparaît, les résultats sont mauvais. Il s'en rend compte par rapport à du quality rating fait par des êtres humains. Et donc, il doit reformuler le mot puzzle. Et le moteur sait dire que puzzle, c'est en fait crossword, mots croisés. Et donc, ce qu'on cherche, c'est les mots croisés du New York Times quand on tape New York Times Puzzle. Un autre exemple plus près de nous,
Quelle est la règle de football près du but? Moi, je n'y connais rien en foot. Chaque fois qu'il y a un match de foot, mes potes, avec leur bière et leur pizza, ils râlent quand des fois il y a un but qui est marqué. Je ne comprends pas pourquoi. En fait, c'est parce qu'il y a un hors-jeu. Maintenant, je sais. J'ai voulu savoir ce qu'était ça, mais je ne savais pas que ça s'appelait le hors-jeu. J'ai mis quelle est la règle de football près du but? Et en fait, ce que j'aurais dû taper, c'est qu'est-ce que le hors-jeu en football? Et d'ailleurs, vous vous rendrez compte que si vous tapez ça dans un moteur de recherche, en fait, il répond la définition du hors-jeu, le moteur. C'est-à-dire qu'il est capable de comprendre cette requête. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Tous les textes contenus dans l'index, ils sont transformés en vecteurs. Et les vecteurs, ils sont corrélés entre eux pour trouver des mots qui sont équivalents et qui peuvent se substituer les uns aux autres. On sait que le groupe de mots règle de football près du but, ça a comme substitut règle du hors-jeu, par exemple. C'est ce qu'on va apprendre. Ce sont des blocs de mots complètement interchangeables. Alors, comment on fait ça? C'est là où on arrive sur des choses extrêmement nouvelles. Donc ça, c'est des choses qui sont implémentées dans les moteurs depuis grosso modo l'été 2016, ou qui commencent à l'être. Donc la transformation en vecteur, c'est ce qu'on appelle un embedding vectoriel. Et c'est fait maintenant grâce à des réseaux de neurones. Donc c'est fait grâce à un outil, le premier outil à l'avoir fait, c'est Word2Vec, qui avait été développé par quelqu'un de Mikolov, qui était chercheur à l'époque. Je pense qu'il était en stage chez Google, et maintenant il est chez Facebook IA. Et donc l'idée, c'est qu'un texte, par passage dans un réseau de neurones, est transformé en un vecteur. Et bon, je vais pas. Voilà, il y a un vecteur qui correspond à chaque mot, et ces vecteurs sont agrégés pour un vecteur qui correspond à la phrase, etc., etc. Je ne vais pas trop en dire là-dessus. Ce qu'il faut voir, c'est que l'intuition, c'est que ces algos de type Word2Vec, ça calcule grosso modo la probabilité qu'un mot de la langue puisse se trouver à un endroit choisi dans une phrase. C'est-à-dire si je vous donne un contexte, mais que j'enlève un mot, vous êtes capable de retrouver ce mot. Si par exemple je dis « je suis venu en », mais quelle galère pour se garer, quel est le mot que vous avez envie de mettre à la place des points d'interrogation? La plupart d'entre vous, vous allez dire « voiture ». C'est le mot de plus forte probabilité. Après, il y a camion, tank, avion, moto, trottinette, il y en a plein. Chacun a une probabilité d'apparaître, des fois très faible, des fois zéro. Si je mets bananier, c'est zéro. Et si je mets trottinette, c'est une petite proba, etc., etc. Mais en tout cas, je suis capable de quantifier la compatibilité de chaque mot que je connais avec un contexte qui est « je suis venu en », mais quelle galère pour se garer. Et donc c'est grâce à ce genre de choses qu'on va savoir par quoi on peut substituer, puisque je peux substituer les points d'interrogation ici par tous les mots qui ont des probabilités suffisantes pour être placés. Alors, j'ai parlé de réseau de neurones, et je vais dire très très rapidement ce qu'est un réseau de neurones, peut-être. Un réseau de neurones, c'est une vision idéalisée des neurones de notre cerveau. Un neurone, c'est quoi? C'est un amas de cellules qui reçoit des signaux électriques via des petits fils qui s'appellent les axones, qui fait une sauce sur ces signaux électriques et qui renvoie en sortie un signal électrique qui est lui-même relancé dans d'autres neurones, etc. Ici, on a une vision idéalisée, on a des valeurs. Les valeurs, c'est ce que le programme va lire en entrée, par exemple les pixels d'une image. Chaque pixel va se voir associer des poids. Ces poids vont être combinés les uns avec les autres dans ce qu'on appelle une fonction de combinaison. Puis, il va y avoir une fonction, généralement une fonction dite de seuillage, qui va regarder si cette combinaison des poids, par exemple la somme des poids, dépasse une certaine valeur. Et si c'est le cas, ça va renvoyer par exemple un signal 1, sinon un signal 0. Donc vraiment, le réseau de neurones, le neurone, c'est un truc tout bête. Si on cascade les neurones les uns sur les autres, puis après les couches de neurones les uns sur les autres, on fait des réseaux de plus en plus compliqués qui sont capables de faire des calculs de plus en plus compliqués. Alors ce qui est important, c'est que les réseaux de neurones, ça fait ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé. Ça apprend par rapport à des données qu'on donne en entrée. Les algos d'entraînement, ce qu'ils font, c'est qu'ils calibrent les poids, parce que tout le reste, c'est fixe. Et que quand on fait une erreur, quand un réseau de neurones fait une erreur et qu'on lui dit qu'il fait une erreur, il peut faire une rétropropagation de son signal pour modifier les poids qui ont conduit à faire une erreur. Et donc quand il fait une erreur, on lui met un coup de pied au derrière et il modifie ses poids pour ne plus faire cette erreur-là la fois d'après. Quand on a des réseaux de neurones qui sont en plusieurs couches très séparées, qui font des tâches séparées, on parle de réseaux profonds et c'est là où on rentre dans ce qu'on appelle le deep learning. Voilà. Alors ça, c'était pour la partie sur la requête. Et dernier exemple d'endroit où on fait du machine learning, c'est pour lutter contre le spam sur le web. Lutter contre le spam sur le web, c'est déterminer essentiellement si une page est de bonne ou de mauvaise qualité. Ici, j'ai une page d'un célèbre vendeur de tout, c'est Price Minister, hein, pour ne pas le cacher. Est-ce que cette page est de basse qualité ou de haute qualité? Alors c'est amusant, c'est que ce qu'on va prendre en entrée pour faire une décision après algorithmique, c'est ce que les êtres humains pensent. Alors cette notion de qualité, elle est souvent contextuelle. Je pense qu'il est
4 heures passées, votre avis sera que cette page, elle est de mauvaise qualité pour l'instant. Mais tout à l'heure, vous aurez peut-être envie de prendre un café. Et soudainement, cette page deviendra de bonne qualité pour vous. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, vous avez un jugement sur est-ce que c'est de la basse qualité ou de l'haute qualité. Vous ne savez pas pourquoi vous avez ce jugement. Vous voyez cette page, et il y a tout un tas de critères qui sont dans votre cerveau qui fait que vous pensez que c'est ou pas de la bonne qualité. Ce qu'on va faire quand on est au niveau du moteur, c'est analyser chacune des pages d'un énorme ensemble de pages qui a été qualifiées une par des êtres humains. Donc j'ai par exemple 50 000 pages qui ont été notées par 200 000 êtres humains. Et je vais regarder quelle est la qualité de ces pages perçues par des êtres humains par rapport à certaines caractéristiques des pages. Ici, j'ai selon par exemple l'extension du nom de domaine. On s'aperçoit que les .gouv.fr, c'est plutôt vu comme de la qualité que comme des pages de mauvaise qualité. Les .biz, ou encore pire, les .ru, c'est toujours des pages de mauvaise qualité, etc., etc. Ici, j'ai des choses plus amusantes. J'ai le taux de compression des pages par rapport à la qualité perçue. Il existe une valeur du taux de compression d'un texte. Alors, le taux de compression, c'est littéralement vous zippez un texte, vous divisez la taille zippée par la taille dézippée, ça vous donne le taux de compression. Eh bien, il y a un taux de compression qui donne une qualité optimale. Vous avez la densité du terme le plus fréquent. Il y a un mot qui apparaît plus que les autres dans chacune de vos pages. Quelle est sa fréquence d'apparition? Il y a certaines fréquences d'apparition, c'est autour de 5%, qui donnent la qualité optimale, etc., etc. Donc chacun de ces critères, mis bout à bout, et il y en a plein, va donner une vision à chaque fois parcellaire de ce qu'est la qualité ou pas la qualité. Tous ces critères, on va les rentrer dans un algo de classification. Alors, il y en a plein qui existent, mais un des plus célèbres, c'est le C4-5, ou C5 maintenant, qui fait partie des 10 algos les plus utilisés dans le monde, qui est un algo d'apprentissage automatique. Et en prenant ces données en entrée, tous ces critères, cet algo il va faire ce qu'on appelle un arbre de décision. Un arbre de décision, c'est un ensemble de critères que vous devez regarder avec des valeurs numériques pour prendre une décision automatique sur le fait que la page est de la qualité ou pas. Par exemple, alors ici, il y a un critère qui s'appelle la vraisemblance d'indépendance sur les 5 grammes, peu importe, c'est le terme technique. Si cette vraisemblance est plus petite que 13, je fais la branche de gauche, sinon la branche de droite, etc., etc. Si la fraction du top 1000 des mots de la langue qui sont dans le texte est plus petite que 6%, alors ma page n'est pas du spam. Sinon, je dois vérifier un autre critère, etc., jusqu'à arriver à une feuille de mon arbre qui me dira si oui ou non la page est du spam. Ces arbres de décision qu'on fait avec l'algo C4-5, alors de manière plus moderne, on utilise plutôt des algos qui s'appellent Random Forest ou Gradient Boosting, ça donne d'assez bons résultats. Alors en 2006, les premiers résultats qui étaient faits, donc là par des personnes qui étaient chez Microsoft à l'époque, c'est qu'ils arrivaient à reconnaître 86% du spam comme étant du spam et 98,7% des pages qui n'étaient pas du spam comme n'étant pas du spam. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle des faux positifs et des faux négatifs. Par exemple, les faux positifs, c'est 2,3%. C'est 1,3%, pardon. 1,3%, ça paraît pas beaucoup. Mais sur un index de 30 000 milliards de pages, ça veut dire qu'il y a des milliards de pages qui sont méritantes et qui sont considérées comme du spam. Alors c'est souvent celle des référenceurs, bizarrement. Mais en tout cas, voilà, il y a un problème qui, vous pouvez être tout à fait bien et être pénalisé quand même par le moteur à cause de ça. Mais globalement, ce type d'algo reconnaît la grande majorité du spam ou de ce qui n'est pas du spam. Et il y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est que quand vous êtes un moteur de recherche, vous n'avez pas de problème à pénaliser des pages qui ne devraient pas l'être. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une page qui répond aux besoins informationnels. Parce qu'il y a des milliards de pages dans l'index. Le truc, c'est que c'est pas grave de pénaliser une très bonne page, alors, sauf si c'est Wikipédia essentiellement. Il faut que Wikipédia apparaisse partout. Mais les autres, c'est pas grave. Vous en trouverez toujours une pour remplacer et donner un bon résultat. Alors que pour le webmaster, lui, c'est un drame. Si son site est pénalisé à tort, il perd juste son métier, quoi. Donc voilà, vous avez une espèce d'asymétrie entre le moteur et les webmasters à cause de ça. Mais globalement, on sait détecter du contenu de mauvaise qualité de manière très, très efficace. Avec des méthodes basées sur des réseaux de neurones, on dépasse les 90%. Donc on a vraiment des scores qui sont, enfin, pour le spam qui est reconnu comme du spam. Donc on a vraiment des méthodes qui fonctionnent très très bien. Voilà. Hop. Pour finir, on a un mécanisme qui s'auto-normalise. Le moteur, il a un algorithme d'apprentissage, ou plusieurs algorithmes d'apprentissage, qui lui permettent à chaque fois de se réadapter aux manipulations faites par les webmasters,
de s'adapter aussi aux changements de pensée des êtres humains, parce que les êtres humains apprennent à interagir de manière différente avec le moteur au fur et à mesure, ou des fois il y a des changements d'interface qui induisent des changements. Par exemple, en passant à du vocal, la compréhension de la requête est faite de manière complètement différente qu'avec du texte tapé, puisqu'on ne parle pas de la même manière à l'oral et à l'écrit. Où on ne s'exprime pas, parce que parler, c'est plutôt à l'oral. Voilà. Et en face, le webmaster s'adapte, lui aussi, au changement du moteur. Alors pour l'instant, on est encore à la préhistoire en fait, pour les webmasters, qui la plupart du temps s'adaptent par rapport à leur intuition, à la main, etc. Il n'y a aucune raison que le webmaster n'utilise pas les mêmes outils que le moteur. Si le moteur sait faire des algorithmes d'apprentissage automatique, le webmaster peut les faire aussi. Et donc après, on a un jeu entre finalement des algorithmes qui jouent les uns contre les autres, guidés par l'un par les ingénieurs du moteur et pour l'autre par des ingénieurs dans les sites. Voilà. Ce qu'il faut savoir, il y a cette adaptation permanente et en fait qui aboutit à un statu quo. Depuis 2006, donc ça c'est un dataset qui date de 2015, la proportion de spam sur le web n'a pas changé d'1%. On est toujours à peu près au même pourcentage, et ce pourcentage, c'est à peu près 18% du web. 18% du web, ça reste du spam, malgré l'amélioration des algos du moteur, parce qu'en face, les gens qui, eux, essayent de faire passer des contenus un peu spammy, finalement s'adaptent aussi, et on arrive à un statu quo plus qu'à faire disparaître l'un et l'autre. Quand les moteurs disent qu'ils se sont améliorés pour faire disparaître au point de faire disparaître le spam, c'est pas vrai. La personne qui vous dit ça, c'est la personne du marketing dans le moteur, pas les personnes de la technique. Ce qui est plus amusant, c'est de voir que par contre, la basse qualité sur le web, c'est plus de 60%. En fait, si on ajoute les deux, grosso modo, il y a 20% du web qui est réellement utile. Voilà. Et je crois que j'ai tout dit. Et si j'arrive à passer le dernier slide. Voilà. Ah oui, si, de l'intelligence artificielle, il y en a partout, en fait. Il suffit de bien regarder, mais dès qu'on regarde, en fait, on en trouve, puisque tous les algos qui apprennent des données humaines, c'est du ressort de l'intelligence artificielle. Hop, c'est la fin. C'est la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup.